Non, la fin de Stranger Things n'est pas ratée. Je la trouve très réussie et ça en tant que fan de la première heure. J'ai vu tous les avis négatifs depuis un mois et je vais essayer d'expliquer en quoi cette fin m'a vraiment satisfaite et pourquoi d'autres n'acceptent pas cette fin. Et il y a bien une raison scientifique. Bienvenue sur Séance Rattrapage. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je reviens sur la fin de Stranger Things. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. C'est parti! Rien que sur YouTube ou n'importe quel réseau social, on peut voir les avis négatifs sur le final de la série. Les gens ont attendu 3 ans et demi pour regarder le final de la saison 5 de Stranger Things. Rien que la partie 2 a beaucoup déçu et surtout la scène du coming out de Will qui n'a soi-disant aucune raison d'être présente. J'en parlerai plus tard dans la vidéo. Et le making-of de la saison n'a pas arrangé les choses. Entre suspicion d'utilisation de ChatGPT, de Reddit et tout autre moyen d'écriture. Entre les problèmes de tournage et le fait que les Duffer Brothers n'avaient pas terminé l'écriture de la série, les gens ont pris cela comme une trahison. Mais sur ce point, je vais défendre nos deux frères. Pendant les 5 saisons de Stranger Things, ils n'ont pas été les seuls à être scénaristes. Il y a aussi eu une scénariste qui a dû s'absenter pour écrire et mettre en scène la pièce de théâtre Stranger Things à Londres. Et ça, pendant que la saison 5 débutait son écriture. Il faut savoir que les Duffer Brothers ont toujours eu l'idée de la fin de Stranger Things, avant l'écriture de la saison 5. Mais il est toujours plus compliqué de développer l'histoire qui va y mener. En plus de ça, contrairement aux séries type Grey's Anatomy, avec une saison par an et une diffusion hebdomadaire, Netflix met énormément de temps à renouveler une série, ce qui provoque des retards de production. Forcément, payer des scénaristes alors que la série ne se fera pas ne sert à rien. Donc personne ne peut réellement commencer l'écriture d'une série sans un feu vert. Oui, 3 ans ont séparé les 2 saisons, mais il ne faut pas oublier les grèves qui ont eu lieu. Les grèves qui ont mis en pause tout Hollywood, même Netflix. À cela, on ajoute la pression de Netflix pour que la série soit diffusée au plus vite. Sauf que oui, nous avons attendu 3 ans et demi, mais imaginez qu'il y a eu quasiment 1 an de tournage et quasiment 1 an d'effets spéciaux à travailler. Donc, si les Duffer écrivent leur scénario pendant le tournage de l'avant-dernier épisode, c'est pas une catastrophe. Toutes les séries fonctionnent comme ça aujourd'hui, et même les films comme Avengers, Infinity War et Endgame qui ont été écrits pendant et après le tournage laissant place à des reshoots. Si on regarde les avis de plus près, on reproche à Stranger Things d'avoir fait un combat final trop rapide, d'avoir aucun mort, d'avoir trop de personnages, qu'il y ait 1 heure restante après le combat, que Mike et Will n'aient pas de romance, que les acteurs jouent mal et s'en foutent. Vous voyez aucun problème ? Quand on regarde tous ces avis, on comprend d'où vient le problème. Les attentes du public. Les attentes sont génératrices d'émotions. Lorsqu'on répond à une attente, on vit de la satisfaction, de la joie. Cependant, lorsqu'on n'y répond pas, on vit de la frustration, de la déception et de la colère. Et ça, pour une série, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. La fin de Game of Thrones, la fin de Lost, le casting de Last of Us et maintenant Stranger Things. Comme le disait Simone Veil, notre attente, c'est toujours l'attente d'un bien. Que tout aille bien ou mal, attendu ou inattendu, nous espérons du monde qui vienne combler notre désir profond. Quand on a des attentes, on est livré aux circonstances. On attend que les événements tournent comme on l'espère. Nous avons tous tendance à nous créer des attentes face à des événements futurs envers quelqu'un ou quelque chose. Il est nécessaire d'avoir des attentes réalistes, sans quoi il est probable que l'on soit déçu des résultats, et c'est ce qui s'est passé avec la série. Malheureusement, nous ne sommes pas les créateurs des séries que l'on regarde, ce qui fait que l'on pourrait tout imaginer, mais à part avoir de la chance, rien ne va se réaliser sauf si on tombe dans le fanservice. Sauf que le fanservice a aussi ses défauts. Par exemple, Star Wars, l'ascension de Skywalker, est rempli de fanservice, et là, ça a fait jaser. Les gens n'étaient pas contents, il faut savoir doser, ou alors il faut faire ce qui nous plaît en tant que créateur, et c'est Alexandre Astier qui l'explique le mieux en disant « Je fais ce qui me plaît, si ça ne vous plaît pas, n'allez pas regarder ». Mais en plus de ces attentes, Stranger Things a provoqué un deuil symbolique général. Le deuil symbolique, c'est le renoncement à un rêve ou un projet de vie. Mais c'est aussi voir la fin de sa série préférée qui nous aura suivis pendant 10 ans. Les gens ont avant tout du mal à accepter que ce soit la fin d'une série et qu'il n'y ait plus d'autres épisodes. En 10 ans, la série a aussi créé un lien parasocial, et surtout avec le fait de voir grandir les acteurs. On les voyait grandir comme on grandissait, avec eux, ce qui renforçait l'idée de vivre la même vie qu'eux, et donc on se créait des scénarios comme si on faisait partie de l'histoire,
et qu'on imaginait l'univers comme si on y vivait. Alors, quand les Duffer Brothers écrivent la fin de la série, ils écrivent leur fin, car elle est avant tout leur œuvre. Et on peut se sentir déçu de tout cela. Moi aussi j'avais des attentes, même surréalistes, mais au final, quand le dernier épisode est sorti, j'étais tellement nostalgique que j'ai mis mes attentes de côté pour donner mon entière confiance aux créateurs. Ils ont créé cette série pour une raison, ils vont la finir pour une raison. Et je pense que faire cela m'a sauvée, ou peut-être que j'ai compris exactement ce que les Duffer voulaient nous faire comprendre. Selon moi, la fin de Stranger Things est réussie, et je vais vous dire pourquoi. Outre la qualité des effets spéciaux qui peuvent laisser à désirer des fois, je l'avoue, ici je vais parler du scénario en lui-même et des significations derrière qui ne sont pas ici par hasard. Les personnages expliquent leur plan durant l'avant-dernier épisode comme le demande Netflix pour chaque film et série, car soi-disant, les gens ne comprennent pas ce qui se passe car ils sont devant leur téléphone ou ils font autre chose. Sauf que cela peut marcher pour certaines séries ou films dont les gens n'ont pas d'attache, mais pour Stranger Things, c'était la pire chose à faire. Enfin bref, leur plan est totalement logique. Ils entrent dans le monde à l'envers et se séparent en plusieurs équipes, comme d'habitude. Tout le long de leur mission, on a des rebondissements comme l'illusion de la mort d'Eleven, le dialogue entre Eleven et Hopper avant qu'elle ne rejoigne ses amis dans les abysses sont comme des adieux connaissant la suite. Le fait que Steve soit sauvé par Jonathan prouve une évolution dans leur relation. Ils mettent en suspens leur tension et leur combat. Ils mettent de côté qu'ils se détestent. Cette main tendue est un sauvetage, mais c'est aussi un pardon pour toutes ces années de querelles, et c'est une main tendue vers une amitié future. Le combat contre Vecna est la scène qui divise le plus les fans de Stranger Things, sauf que je trouve que ce combat est quasi parfait. Forcément, il n'allait pas durer 3 heures comme dans Avengers Endgame, vu le nombre de personnages qu'il y a dans les films. Que ce soit l'utilité de chaque personnage, la puissance d'Eleven, le travail de groupe, c'est comme si tout le monde avait enfin compris comment battre ce méchant. Il peut sembler rapide, mais ce combat dure depuis la disparition de Will. Chaque saison, les personnages ont pu découvrir le fonctionnement et les faiblesses de leur ennemi, que ce soit Vecna et le flagelleur mental. Will, avec ses pouvoirs, a permis à Eleven de continuer le combat, et sans son coming out, Will aurait été la cible idéale pour se retourner contre ses amis. En s'acceptant et en révélant la vérité à ses amis, il a mis fin à ses peurs, ce que Vecna a toujours cherché. Vecna contrôle et tue en se servant de la peur des gens. Ensuite, il y a Joyce qui mettra le coup fatal à Vecna, et il n'y avait rien de mieux. C'est elle qui a tout vécu. Vecna s'en est pris à son fils. Chaque coup, c'est pour chaque victime proche de cette famille. Barbara, Will, Hopper, Bob. On pourrait se demander aussi pourquoi il n'y a aucun mort dans la série. Tout cela est dû aux inspirations des Duffer Brothers. Leur plus grande inspiration, c'est les Goonies et les autres films des années 80. Et dans ces films, on met souvent des enfants en avant ou des familles. Et aussi dans ces films, il n'y a aucun mort, sauf les méchants bien sûr. Il y a tout de même la mort de Eleven qui reste un mystère. Était-elle vraiment morte ? En tout cas, le choix de chanson pour cette scène est génial et j'ai déjà fait une vidéo pour en parler, je vous la mets en haut et en description. Sur 2 heures d'épisode, il y a 1 heure de combat et 1 heure de développement de personnages post-combat. Le développement de Henry est quasi inexistant dans la série, car la pièce de théâtre existe déjà en amont, et c'est là que l'erreur de Netflix a été commise. Le documentaire de la série est sur la plateforme, mais on n'a encore aucune captation de la pièce, et ça aurait été très utile. Il est aussi confirmé qu'une série est en développement sur les créateurs de la pierre qui donne à Henry ses pouvoirs, même si on a déjà des pistes dans la pièce de théâtre. Le développement des personnages pendant la dernière heure de la série est très important et surtout pendant tout ce temps. On retrouve nos personnages 1 an et demi après le combat contre Vecna et plein de choses s'y sont passées. Il faut donc remettre le contexte de cette dernière année et voir l'évolution de cette année. Hopper et Joyce vont se marier et déménager pour se rapprocher de Will qui va partir à l'université. Hopper gagne alors la vie dont il a toujours rêvé, une vie de famille avec des enfants qu'il considère comme les siens, et de son côté, Will reçoit un père comme il n'en a jamais eu. Il est heureux, accepté et aimé. Jonathan étudie sa passion, le cinéma et la photographie. Steve est prof de sport pour le collège de Hawkins. Il aime s'occuper des enfants et il aura enfin ses petites paupiettes. Robin est égale à elle-même. Nancy quittera la fac pour devenir journaliste car c'est inné chez elle. L'amitié entre ces 4 personnes est ancrée
et elle est réelle, ce qui nous provoque une certaine fierté de les voir tous heureux et de se caler des rendez-vous tous les mois. Lucas et Max sont heureux comme jamais et toutes ces épreuves leur ont fait comprendre qu'ils sont faits l'un pour l'autre et ils sont adorables. Ils se sont toujours aimés, malgré les hauts et les bas. Dustin a enfin fait son deuil d'Eddie et lui rend hommage durant la remise des diplômes avec un discours inspiré directement de lui. Durant cette saison, il pouvait être détestable car il était le personnage blagueur et souriant dans les premières saisons, mais son développement est génial car on le voit vivre chaque instant du deuil. Il a toujours Steve avec lui, mais le fait d'avoir perdu Eddie lui fait réaliser qu'il pourrait aussi perdre Steve. Alors, une fois sortis d'affaires, les deux se voient le plus souvent possible à la sortie de la fac pour partir à l'aventure. Le seul avec une fin malheureuse, c'est bien Mike. Et cela me fait du mal de dire cela. Lui aussi, il a vécu toutes ses aventures. Il aura perdu l'amour de sa vie, pas une fois, mais 3 fois au cours de ces saisons, et la dernière fois a été définitive. Il fait son deuil à sa manière en créant une histoire sur Eleven, comme quoi elle aurait survécu et qu'elle vit cachée de tous. À nous ensuite de croire en cette histoire ou non, mais pour lui, c'est son seul moyen d'avancer. Il préfère penser qu'elle est en vie et heureuse loin de lui que morte tout court, et c'est beau. Malheureusement, contrairement à ses amis, il est quasiment seul. Il a bien sa famille, mais il est bien seul, et ce sera l'écriture qui le fera s'évader. Il restera nostalgique de sa vie d'avant, et c'est pour cela qu'il écrira. On peut penser qu'il va rester coincé dans ses souvenirs et ses aventures, mais le dernier plan nous dira le contraire. Après une ultime partie de Donjons et Dragons, chaque personnage va ranger leur livre de rôle, Mike en dernier, qui fermera ensuite la porte du sous-sol. En fermant cette porte, il met fin aux parties de Donjons et Dragons, il met fin à leur enfance, il met fin à la série. Et on peut prendre cette porte pour un symbole encore plus fort, car les acteurs font aussi adieu à leurs personnages et à leur propre enfance qu'ils ont dû passer sur les tournages de la série. En résumé, la fin de Stranger Things, c'est la fin de l'enfance, la fin d'une aventure, la porte ouverte vers une vie d'adulte, la fin d'une ère et un renouveau. C'est aussi le deuil, l'amitié, l'amour, la famille, la tristesse, le bonheur et surtout la nostalgie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous étiez sur Séance Rattrapage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!